Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 10 octobre 2024 du live de TV Finance et désormais il est l'heure d'ouvrir notre page éco, géopolitique, politique avec notre invité Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour tout le monde. Merci Charles d'être avec nous ce matin. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes éditorialiste, économiste, fondateur du site internet insolentiae.com avec nous régulièrement pour commenter l'actualité. Actualité du jour qui est évidemment la première véritable épreuve du gouvernement Barnier qui doit trouver 60 milliards d'euros d'économie. Du coup, par la force des choses, Charles, ma première question est la suivante. Est-ce qu'il faut craindre un budget teinté d'austérité à la grecque, selon vous ? Austérité à la grecque, sans doute pas. C'est plutôt une hausse massive d'impôts avec une poursuite de l'augmentation de la dépense publique, ce que les gens n'ont pas forcément bien retenu ou dont ils n'ont pas forcément bien pris conscience, c'est que la dépense publique en 2025 va augmenter selon Matignon, selon les prévisions du gouvernement lui-même, de 2,1%. Donc c'est pas du tout une baisse de la dépense publique, c'est la poursuite de la hausse de la dépense publique. Alors une hausse qui est effectivement un petit peu ralentie, mais une hausse tout de même et une hausse supérieure à l'inflation attendue sur 2025 à ce stade. Alors on aura peut-être une poussée inflationniste pour le moment relativement imprévue, mais en attendant, on va se retrouver avec plus de dépenses que d'inflation, avec une hausse des dépenses plus importante que la hausse de l'inflation l'année prochaine en 2025. Et l'essentiel de l'effort, ne nous leurrons pas, il est en train de s'orienter en réalité sur des hausses d'impôts. Hausse d'impôts, alors effectivement des hausses d'impôts, mais qui semblent finalement par la force des choses, Charles, il n'y a pas un seul économiste qui prend la parole actuellement et qui nous dit que les hausses d'impôts, ça va être favorable à la croissance. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut craindre pour la croissance en 2025 ? Ce qu'on peut craindre pour la croissance en 2025, vous avez plusieurs paramètres. Vous avez la vision auto-centrée qui consiste à regarder ce qu'il se passe rien que pour nous et que pour nous et uniquement pour nous avec notre petite fiscalité. Alors on a bien compris que l'État allait augmenter la taxe sur l'électricité, sur l'énergie. Et donc en augmentant cette taxe, tous ceux qui ne sont pas au tarif régulé vont être frappés. Qui va être frappé ? C'est essentiellement en réalité les entreprises, d'accord ? Donc ce sont les entreprises qui ne peuvent pas revenir à un tarif régulé parce qu'elles ont plus de 36 kilowatts, plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 10 salariés. Toutes ces petites PME vont être à nouveau durement frappées par cette hausse du prix de l'énergie et de l'électricité. C'est un coup de rabot. De la même manière que, effectivement, c'est un coup de rabot que de savoir qu'il va y avoir plus de charges à payer sur sur la masse salariale des gens au SMIC et au-delà, puisqu'il va y avoir un rabot des allègements de charges et de cotisations sociales. Ça va être la même chose pour les apprentis et pour l'apprentissage, où on va avoir une augmentation des charges sociales, le retour de la CSG, CRDS à 0,5 SMIC, donc un demi-SMIC, c'est dire si on est riche à un demi-SMIC, vous imaginez le truc. Donc on va se retrouver à retaxer progressivement et à nouveau les plus petits salaires qui sont ceux des jeunes et des apprentis, alors que l'apprentissage pour le coup est une immense réussite et qu'on pourrait quand même se poser la question collectivement, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Baisser des pensions de retraite qui sont bien trop élevées, et on va y revenir là-dessus parce que c'est très important, ou favoriser l'insertion de nos jeunes sur le marché du travail. La réponse, elle est très très vite vue, et c'est important. On ne sacrifie pas la jeunesse pour la vieillesse, c'est la vieillesse qui doit toujours se sacrifier pour la jeunesse. Ça c'est à peu près vieux comme le monde. Et à partir du moment où on inverse les choses, où ce sont les parents qui sacrifient les enfants, on a quand même un sacré problème de fonctionnement moral dans la société concernée. Donc tout ça, effectivement, c'est pas de nature à générer une croissance délirante, mais c'est pas non plus de nature à occasionner une récession d'ampleur biblique ou historique. Ça va être dans l'épaisseur du trait entre 0 et 1% d'impact sur la croissance économique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut regarder maintenant ce qu'il va se passer ailleurs pour avoir une idée de la croissance économique 2025. La croissance économique, c'est évidemment pas
que la France. Donc c'est comment se comporte l'Europe, comment se comporte l'Asie, comment se comportent les États-Unis, comment se comporte le monde. Et donc il faut qu'on regarde les 3 grandes locomotives du monde, qui est la locomotive allemande pour l'Europe et qui est le premier partenaire commercial de la France. Il faut regarder comment se porte la locomotive américaine et il faut regarder comment se porte, bien entendu, la locomotive chinoise pour l'Asie. Voilà. Globalement, alors vous soulevez 2 thèmes sur lesquels on va revenir. Le thème du gel des pensions temporaires des retraites des Français et également donc l'état de santé économique des principales locomotives mondiales. On va juste rester sur le gel temporaire des retraites des retraités français. Est-ce que ça a une chance d'aboutir selon vous ? Je ne sais pas si ça a une chance d'aboutir, mais en tout cas, à un moment donné, ça va devoir aboutir et je vais vous expliquer pourquoi, parce que de toute façon, on ne va pas pouvoir les payer. Le problème des retraites, ce n'est pas de faire travailler plus longtemps des gens qui ne sont pas encore à la retraite. Le problème, si vous voulez, c'est que nous ne pouvons pas payer les retraites actuelles, et pas toutes les retraites. Le régime général, globalement, à peu de choses près, il est à peu près équilibré. Là où on a un immense problème, c'est que vous n'avez pas de régime où il y a des cotisations pour les fonctionnaires. Ce qui aujourd'hui fait 3% du déficit de l'État. Je vous redonne le chiffre. 3% du déficit de l'État, c'est le paiement des retraites des fonctionnaires. On recommence. 3%. De toute façon, 3%, ça ne me semble pas énorme. C'est le montant des retraites, enfin, le 3% du PIB, c'est le montant des retraites que verse l'État chaque année pour ses fonctionnaires, et c'est pris sur le budget. L'État ne paye pas de cotisation, si vous voulez, il ne se paye pas de cotisation pour lui-même, on peut comprendre la logique. Mais ça veut dire que vous n'avez eu aucune provision de passer pour le paiement des retraites des fonctionnaires, ce qui veut dire qu'en fait, nous finançons les retraites des fonctionnaires uniquement avec du déficit. Et ça, c'est un problème que vous ne pouvez pas ne pas régler. C'est-à-dire que vous avez, quoi que vous fassiez, vous allumez la lumière le 1er janvier au niveau de Bercy, du gouvernement, et peu importe votre couleur politique, que vous soyez de gauche, d'extrême droite, d'extrême centre, d'extrême tout ce que vous voulez, que vous soyez macroniste ou pas macroniste, peu importe, vous arrivez, vous allumez la lumière, vous avez 3% de déficit du budget, donc du PIB, qui est lié juste au paiement des retraites des fonctionnaires. Donc là, vous faites quoi ? Vous n'avez rien fait encore, hein, vous n'avez pas financé les écoles, vous n'avez pas financé la défense, vous n'avez strictement rien fait. Donc, structurellement, vous êtes condamné à avoir un déficit qui est supérieur à 3% du PIB. Rien que par cette question du problème, du sujet fondamental qui est mis sous le tapis, qui n'est jamais évoqué, dont personne ne veut parler, le paiement des retraites des fonctionnaires. On n'est pas capable de faire face. Alors des fonctionnaires et, par extension, des régimes spéciaux qui sont pris également là-dessus. Donc, soit nous réduisons ces montants de pension, et on réduit, alors déjà, la manière la plus facile de réduire les pensions des fonctionnaires, c'est de commencer par pas les indexer. Soit on baisse le taux de remplacement, soit on baisse ni plus ni moins que la pension, peu importe la manière dont il va falloir que ce soit fait, mais vous allez être obligé de le faire. Alors, si vous ne le faites pas, vous avez l'autre levier, qui est celui de la hausse de tous les impôts et de toutes les cotisations des autres pour payer les retraites des fonctionnaires qu'on n'est pas capable de financer. Ok, très clair. Mais donc, du coup, par la force des choses, le gouvernement a raison de vouloir geler temporairement ces retraites. Évidemment, non seulement il a raison, mais en plus, c'est indispensable. Parce que si on ne le fait pas, alors c'est vraiment la mesure minimale, d'accord ? C'est la mesure minimale. C'est-à-dire qu'en réalité, si on voulait revenir à l'équilibre, quand il n'y a plus de sous dans les caisses, il n'y a plus de sous dans les caisses, quoi. Donc, on paye dans la limite du solde disponible. Donc, si vous avez 1000 milliards, vous payez dans la limite des 1000 milliards. Alors après, on répartit l'effort de la baisse sur ceux qui perçoivent ça de manière la plus juste. Alors, les retraites les plus élevées sont évidemment celles qui seront le plus frappées. Et puis, les retraites les plus faibles, celles qui seront les moins diminuées. Bon, ça me semble tout à fait logique, morale et de bon sens. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas assister au vol par les retraités
de l'ensemble des actifs et de leurs enfants. Alors le dire comme ça peut sembler extrêmement choquant, mais c'est ça le problème d'un système. C'est ça le problème d'un système par répartition. C'est que quand on répartit la richesse, par définition, on ne peut répartir que la richesse disponible et que dans la limite des stocks disponibles. Et donc c'est tout le problème d'un système par répartition versus un système par capitalisation. Quand vous capitalisez, vous mettez de côté, il reste quelque chose pour vous payer. Là, dans un système par répartition, si jamais vous avez un retour de fortune et qu'à un moment donné, vous avez un déséquilibre et que vous avez moins de ressources à répartir, eh bien, par définition, vous devez baisser les pensions de retraite. Si vous ne le faites pas, vous faites un recours à la dette. Et ce recours à la dette, c'est ce que nous faisons, c'est une fuite en avant dans la dette. Et c'est extrêmement facile de savoir comment ça va se terminer. Ça va se terminer par les marchés qui vont siffler la fin de partie, par nos partenaires européens qui vont nous siffler la fin de partie. Je vous renvoie aux propos du ministre allemand des Finances tenu il y a 2 jours, qui a dit « il ne faut pas jouer avec les marchés ». Je dis à mes amis français, il ne faut pas jouer avec les marchés et il ne faut pas jouer avec les crises financières. Donc, on vient d'être mis en garde, on va être dégradé par Fitch sans doute aujourd'hui ou demain, je ne sais plus quand est-ce qu'ils rendent leur note souveraine, et puis on sera dégradé par Moody's ou c'est S&P, c'est Standard & Poor's, je crois. Enfin, de toute manière, les deux âges, c'est Moody's et Standard & Poor's. Je crois qu'on en a une en octobre, 25 octobre, et encore une en novembre, et on va être dégradé. Donc, on est en train de mettre en place toutes les conditions pour une crise financière monumentale où la France va plus trouver à se financer. Je rappelle qu'à 5 ans aujourd'hui, la France se finance plus cher que la Grèce. Dit autrement, les marchés préfèrent prêter à la Grèce qu'à la France. Ça en dit très 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 long sur les signaux faibles de stress qui sont en train d'arriver sur les marchés. Et quand on pourra plus se financer, non seulement on va plus payer les retraites, mais en plus, on ne paiera plus les fonctionnaires qui, eux, sont censés travailler. Ah, donc c'est de la politique fiction, la économico-politique fiction n'en est pas là. Et puis surtout, les marchés ont attaqué un peu la dette de la France à cause du résultat des législatives, du manque de visibilité à l'endroit du gouvernement Barnier. Ça ira peut-être mieux justement demain matin quand on aura plus d'informations sur le budget 2025. Tout ce que vous dites est tout à fait juste, mais faisons de la prospective à ce soir, quoi, plutôt. La prospective à ce soir, elle n'a pas de sens, parce que je vais vous dire ce qui va se passer. Et je vais vous dire, d'abord, Barnier va présenter son budget. Alors bon, moi, j'ai strictement rien contre Michel Barnier, au contraire, je trouve ça très rassurant d'avoir un monsieur de 73 ans, aussi expérimenté que lui dans cette tempête qui s'annonce. Donc, pour tout vous dire, je suis bien content de voir monsieur Barnier à Matignon plutôt que le jeune Gabriel Attal, qui n'avait pas fait grand-chose de sa vie et qui a pas beaucoup de compétences. Donc là-dessus, comprenez-moi bien, je ne suis pas pour ou contre monsieur Barnier, je suis plutôt très bienveillant à l'égard de ce monsieur, j'ai pas de souci particulier. En revanche, M. Barnier, il va présenter un budget. Son budget, il va se faire retoquer à peu près dans tous les sens. Il n'est même pas dit qu'on réussisse à le voter. Il n'est même pas dit qu'il n'y ait pas d'obstruction parlementaire absolument délirante. Et donc, ça va aboutir à quoi ? Vous avez vu les mesures annoncées par le NFP, c'est que des hausses d'impôts. Ensemble porté et défendu par Gabriel Attal, qui n'a quand même rien fait quand il était à Matignon et qui vient de laisser les finances de la France dans un état absolument épouvantable, explique à Michel Barnier qu'il ne va pas falloir qu'il augmente les impôts et que c'est pas bien. Bon, donc là où vous avez raison, c'est que le stress pour demain ou à très court terme, il y en a modérément dans le sens où de toute façon, il n'y a qu'à augmenter les impôts. Le problème, c'est que quand vous avez 60% de dépenses publiques dans le PIB, il n'y a qu'à augmenter les impôts quand on est déjà le pays le plus taxé de l'OCDE, je vous assure qu'on va atteindre la limite. Et on va atteindre la limite des rendements décroissants où à un moment donné, plus vous taxez, en fait, moins il y a d'argent
qui rentre. Vous allez atteindre le point où les gens vont arrêter de travailler et vont se mettre en grève. Pas la grève syndicale, la grève du boulot, la grève du zèle, la grève de l'investissement, la grève de l'effort. Parce que l'effort ne paye plus, l'engagement ne paye plus, l'investissement ne paye plus, entreprendre ne paye plus. Vous entreprenez pour être une vache à lait. Je ne suis pas né pour rembourser, pour être taxé et pour rembourser les déficits de Bercy. Je veux dire, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est les hommes naissent libres et égaux. On ne naît pas pour payer des impôts. Revenons un peu sur terre. Arrêtons ce délire qui est un délire d'imposition et un délire fiscal. Ça veut dire qu'à un moment donné, oui, à très court terme, on va passer et éviter une crise financière par des hausses d'impôts qui seront prises par 49.3, qui seront prises dans l'urgence, on voit très bien comment ça va se passer, avec une hausse de la dépense publique qui va continuer. Et donc, vous allez reporter le problème, pour le coup, pas aux calendes grecques, ça va être aux calendes françaises, et ça va être reporté de 6 mois. Parce qu'on va avoir un dérapage majeur, encore une fois, des finances publiques, si on n'attaque pas le dur du sujet, qui est qu'on dépense trop, et on dépense de l'argent que nous n'avons pas, avec une croissance qui n'est plus suffisante pour absorber ces déficits. Je suis ni pour ni contre, moi j'ai envie de donner de l'argent à tout le monde. Donc, je ne suis pas en train d'avoir une position morale en vous disant les retraités, c'est normal qu'on leur baisse, les chômeurs, c'est normal qu'on leur baisse. Non, moi, je suis pour qu'on donne de l'argent à tout le monde. J'ai pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que l'argent magique n'existe pas que dans l'esprit des gens de gauche. D'accord ? Et souvenez-vous de François Hollande, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Donc évidemment, quand on est dirigé comme ça, François Hollande, président de la République française, qui ose vous dire c'est pas cher, c'est l'État qui paye, là effectivement, il faut renvoyer toute notre classe politique à ces cours d'économie et leur refaire simplement une leçon d'économie familiale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser plus qu'on gagne. Gestion de bon père de famille, on appelle ça souvent également. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous le rappelle, et je le rappelle à nos téléspectateurs, le gouvernement de Michel Barnier n'a absolument pas de majorité absolue. Il est sous la menace d'une motion de censure. Donc, quoi qu'il arrive, ce vote du budget 2025 n'est absolument pas acquis. Du coup, par la force des choses, ce à quoi il faut s'attendre, si on veut faire un peu de prospective, c'est des débats extrêmement houleux au cours des prochains jours. Donc, voilà, restons bien assis et observons ce qu'il va se passer lors des prochains jours. Merci beaucoup, Charles Sana, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Charles Sana, vous êtes éditorialiste, économiste, fondateur du site internet insolentiae.com et puis avec nous pour décortiquer l'actualité, qu'elle soit économique, politique ou géopolitique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charles. Je vous dis à très bientôt. On marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.